père était un homme droit, dévoué à sa famille et à sa communauté. Ça faisait quoi? 4-5 ans qu'on n'a pas été tous ensemble? C'est pas la porte à côté, maman. Passez votre vie aux quatre coins de la planète, puis vous trouvez que Bécomo est loin. Alors, les pièces pour piano, c'est Grieg. C'est des extraits des pièces lyriques. Grieg, c'est un Norvégien. Hein, l'hiver, le froid, ça les connaît, comme nous. Et c'est une musique que je connaissais, mais Kevin McCoy a fait une pièce qui s'appelle Norge, Norvège. C'est une pièce solo. Et tout du long, c'est venu à Montréal l'année passée, puis il l'a présenté au Canada. Et tout du long, il était accompagné, c'est une pièce solo, mais tout du long, il était accompagné sur scène d'une pianiste qui jouait les pièces lyriques, quelques-unes de celles qu'on entend et quelques autres. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'étais en train de préparer le film, puis ça ne m'a pas quitté. Je tournais ça en boucle dans ma chambre d'hôtel quand on tournait. C'est une pure merveille. Et il y a deux pièces de Fauré aussi, celle que Élise écoute au concert. L'élégie de Fauré, qui est une merveille. Après un rêve sur le générique fin. Et les musiciens qui ont joué ça, c'est des musiciens formidables. Jean Saunier, Yegorod Jashkov, là, un duo extraordinaire. Mais bon, alors voilà pour la musique. J'aimais particulièrement Grieg parce que c'est une musique qui n'est pas lourde, qui n'est pas pesante, je sais qu'on peut au cinéma infiniment manipuler les spectateurs avec la musique, c'est très facile. Il y a comme une espèce de lien neurologique direct entre le tympan et les glandes lacrymales. Mais je ne veux pas faire ça. Hein, j'ai toujours voulu laisser les films aux spectateurs. D'où Grieg, c'est une musique qui n'impose pas, qui accompagne. Alors voilà pour la musique. Vous aimez ça l'hiver? Moi j'aime beaucoup. Mais il fallait aimer l'hiver. Moi je dirais que vous aimez beaucoup le Québec. Ah oui, j'aime aussi beaucoup le Québec, mais l'hiver. Il fallait aimer l'hiver parce que le premier plan, le skidoo qui arrive à la cabane, c'était aussi le premier plan tourné du tournage. Il faisait moins 32, moins 40 avec le vent. La lumière était somptueuse. On était trop heureux pour être gelés. Mais c'est à Bécomo aussi, hein? C'est à peu près 30 km en arrière de Bécomo. Non, c'est... Et oui, j'aime beaucoup le Québec. Ces paysages-là. Puis bon, le nord-est ontarien qui est comme une extension du Québec. J'aime beaucoup ces paysages-là. D'ailleurs, une cabane, j'en ai une un petit peu moins belle, à moi, que j'ai construite, dans le bout de Maniwaki. C'est là où vous vous inspirez. Ouais, mais souvent, je trouve ça tellement beau que je fais rien. Vous l'avez trouvé comment? Ah, ça a été une chose. J'ai des amis à Bécomo. Hein, je suis allé souvent à Bécomo. Ils ont un magnifique petit festival de cinéma qui s'appelle Cinoche. Et écoutez, c'est vraiment phénoménal parce que ils font au-dessus de 9000 entrées sur 10 jours. Oui, quand ils font le festival du film, c'est incroyable. Oui. La ville est là, au grand complet. Ça, moi, je suis allé quasiment avec tous mes films, je me suis fait des amis, puis bon, c'est un de mes amis qui a déniché ça. Ouais, c'est une magnifique cabane. Mais évidemment, c'est du cinéma. Hein? Derrière la cabane, il y a un chalet qu'on n'a pas montré. Heureusement. Et aussi des magnifiques sapins derrière la cabane. Comme j'ai vraiment beaucoup d'immeubles Bécomo, puis une de mes amies, c'est la responsable du recyclage pour la ville. On tournait en février, elle avait une provision de sapins de Noël. Elle nous a livré, un conteneur de sapins de Noël pour qu'on puisse... C'est parfait. Les effets spéciaux, ça, là. Non, ça c'est manuel. Les effets spéciaux, il y en a. Parce qu'évidemment, un troupeau d'éléphants dans une belle surface, on est 40 personnes dans l'équipe, on a fait des ponts, on a masqué ça. Puis le skidoo qui arrive sur le lac. Il est tout seul. On avait un amateur, on n'avait pas un très bon pilote de skidoo, ça fait qu'on a fait une traîne pour pas qu'il cale, parce que vous le savez, quand on arrive dans 2 pieds de neige fraîche en skidoo, on risque de caler. Puis, on lui a fait une traîne, puis évidemment, on l'a masqué après. Alors, oui, il y a des effets spéciaux dans les films. Madame. En quoi Élise Guilbeault peut-elle encore me surprendre?
Je pense qu'on vit dans un monde tellement formaté que quand on a le spectacle d'une réelle humanité, on est étonné. Mais ça ne devrait pas l'être, hein, parce que être un comédien ou une comédienne, c'est ça que ça devrait être. Mais on leur laisse rarement la chance de faire ça. Et Élise est absolument formidable. Quand on travaille ensemble, on ne se parle plus, ou presque plus. On parle beaucoup avant le film, on passe à tout le monde, on lit le scénario, on échange sur les scènes. Mais pendant le tournage, presque pas. On n'a plus besoin, c'est notre 4e film. Puis après une prise, on se regarde puis on le sait. Je dis couper, puis elle me dit ouais, je dis ouais. Et on en refait une autre, puis il n'y a pas de note. Je dis plus, fais ceci, fais cela. C'est l'instinct. Non, c'est l'habitude du travail commun. Un vieux couple. Ben, c'est un couple de cinéma, oui, je pense qu'on peut vraiment dire ça. C'est un grand bonheur de travailler avec eux. Et bon, je découvrais Sophie Desmarais, que j'ai vue au théâtre plusieurs fois, mais c'était la première fois que je travaillais avec elle. Elle est formidable. Elle est absolument formidable. Et puis, c'est drôle. C'est sans importance, mais pour le film, c'est assez important finalement. Elle voulait pas avoir l'air d'une urbaine transplantée à Bécomo. Elle voulait avoir l'air d'une fille de Bécomo. On a eu une grosse discussion sur les lunettes. Oui. Ben oui. Et moi, je voulais des lunettes, mettons, plus ordinaires. Puis elle, ces horribles lunettes qu'elle a dans le film, elle y tenait, puis elle a eu raison. Ça, hein? Horrible. Ben, horrible. Ben, moi, je les trouvais pas belles, en tout cas, disons. Mais elle a eu raison parce que ça donne au personnage une familiarité, je ne sais pas comment dire. Elle est très, très bonne. Puis, une scène que j'aime beaucoup dans le film, pourtant, c'est la plus conventionnelle de tout le film, c'est le repas où les 2 femmes se parlent. Oui. Ben oui. Tu sais, là, c'est le cinéma 101, il y a chant contre chant, chant contre chant. J'aime pas ça faire ça d'habitude, mais là, les filles étaient tellement bonnes, tellement à l'écoute l'une de l'autre. C'est vraiment une scène que j'aime, même si cinématographiquement c'est ordinaire, mais c'est vraiment les comédiennes qui... Il y a une connivence. Moi, je ne pouvais plus les regarder. J'ai bien aimé monter cette scène-là. Parce qu'évidemment, on a fait 3 grosseurs de plan, plusieurs prises, puis on s'est beaucoup promené avec la monteuse dans les petites finesses, les petits détails, les petites inflexions. Et la monteuse Annie Jean, d'ailleurs, c'est notre premier film ensemble. J'ai travaillé toute ma vie de cinéaste avec la même monteuse, Louise Côté, et Louise commençait à fatiguer. Et j'ai décidé de travailler avec Annie, dont je connaissais le travail documentaire. C'est une monteuse formidable. Ouais, documentaire. C'est vraiment une monteuse formidable, d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité. Et ça a été un bonheur. Mais alors, c'est vraiment la... Oui, je vous écoute. Ben non, j'attendais pour être la prochaine. Bon. Moi, je suis un peu curieuse. Lorsqu'on photographie l'hiver, comme vous le faites si bien, évidemment, on est tributaire des conditions météorologiques. Vous attendez la lumière? Comment vous... On a été tellement chanceux parce que c'est un film. C'est magnifique. Les images, écoutez, je vais vendre votre film aux Européens. Je travaille beaucoup avec les Français. Oui. Et je vais le montrer. Les beautés de l'hiver québécois. On n'a pas l'hiver, alors tout est là. On a travaillé avec un petit budget. On était très serré. C'est un film compliqué à faire parce qu'on a vraiment tourné à Bécomo, à Sturgeon Falls. Il y a de la route. Bon. Et on aurait pu être dans la merde jusqu'au cou. La pluie, du verglas, la poudrerie, oui. tout ce qu'on... Mais non seulement ça, non seulement on n'a pas eu de pluie, de verglas, de poudrerie. En fait, il y a juste une journée de grosse neige où on était obligé d'intervertir, mais ça allait. Mais tout du long, les conditions étaient parfaites. La première journée de tournage, le premier temps de film, c'était impossible, ça ne pouvait pas être plus beau. Moins 30, la lumière fantastique, un air cristallin. Et ça a été comme ça tout le long, jusqu'au cimetière à Vernon. Et là, au cimetière, écoutez, j'ai écrit dans mon innocence, elle cherche la tombe de ses grands-parents dans le cimetière où les pierres tombales sont à moitié recouvertes de neige. Bon. Ça, j'ai écrit ça il y a 3-4 ans. Puis une année avant le tournage, je suis allé faire un repérage un peu partout, un pré-repérage.
Et il n'y avait pas de neige en février. Il y avait zéro neige. Je savais qu'on allait tourner en février. Mais là, cette année, il y avait plein de neige. En fait, il y en avait trop. Et miraculeusement, quelques jours avant le tournage, il n'y a plu. On était encore à Montréal. Là, ça a fait une belle petite croûte. Ça fait que là, Élise, au lieu de caler jusqu'aux genoux, en fait, bon, on a été chanceux comme ça tout le long. C'est un film qui est béni des dieux. Et on était très, très serrés. On n'aurait pas... Si on avait été malchanceux, là, mais partout... J'aurais peut-être pas donné... Écoutez, c'est ça, c'est magnifique. C'est indescriptible de la beauté. Ça peut pas être indescriptible dans la mesure où, lorsqu'on le vit, il existe. Mais les images, là, vous me dites qu'il y a eu un facteur chance. Il y a vraiment eu un facteur chance. Mais il y a eu un facteur Jean-Pierre Saint-Louis aussi. Ça, c'est le directeur photo. Oui. Magnifique, la photo. magnifique directeur photo. Jean-Pierre, je ne sais pas comment dire. Bon, d'abord, il a comme 40 ans de métier, il a fait du documentaire, il a tourné dans les pires conditions, les pires affaires, il a tourné dans des zones de guerre. Et là, lui qui était jeune, là, il était... disons que c'est un caractériel un peu quand il était jeune. Là, en vieillissant, il sait tout. Le contraire, habituellement. Ah oui, ben, c'est ça. Et sa photo, sa lumière, je peux pas dire ça autrement. Écoute, le premier mot qui me vient en tête, c'est humble. Tu sais, il ne veut pas faire une direction photo de vidéoclip où tout est, le travail du directeur photo attire l'attention sur le directeur photo. Il donne une vérité de la lumière. Et moi, j'ai trouvé formidable. On a fait plusieurs films ensemble. C'est notre 3e long métrage, puis on a fait 2 documentaires en plus. Mais là, Jean-Pierre, il est vraiment au sommet. Là. Et c'est assez formidable parce que, je ne sais pas comment dire, il est vraiment au service de la lumière des acteurs. C'est juste ça. Et moi, je me trouve bien chanceux de pouvoir d'avoir travaillé avec lui. D'ailleurs, ça, c'est une affaire que je dis souvent, les équipes, tu sais, je traîne du monde avec moi depuis 30 ans. Marcel Chouinard au son, ça fait depuis 1989 qu'on travaille ensemble. Et beaucoup, je ne sais pas, la script, Thérèse Bérubé, c'est notre 7e long métrage. Et comme ça, avec beaucoup, beaucoup de monde de l'équipe, Sophie Lefebvre, costume, a fait tous mes longs métrages. Et ça donne une espèce de confiance. L'équipe. Et puis en plus, ça a été formidable parce qu'on était dans des belles places. Puis je ne sais pas comment la production a fait pour nous loger aussi bien, puis nous nourrir aussi bien, mais on était contents. Vous savez que les équipes de cinéma, c'est chialeux. Hein? Il n'y a personne qui chialait, on était juste heureux de pouvoir faire ce film-là ensemble. C'était comme une espèce de quasiment un trip de famille. C'était vraiment bien. Ben, merci. Ah, oh, plein de mains. Oui, puis ensuite oui, puis ensuite oui. Je vous écoute. Vous répondrez quand ça donnera, peut-être avec les autres questions. Et je me demandais pourquoi vous avez choisi de mettre une narratrice. Oui. Ah, ça, je ne ferai pas trop long, ça pourrait être long. Mais je voulais au départ faire un film très littéraire. J'ai écrit près de 40 minutes de narration. Et bon, j'avais comme modèle un film de Manuel de Oliveira, celui qui a fait son pastiche de Madame Bovary. Ouais, celui-là. Ouais. Oh, de toute façon, Manuel a aussi cette narration-là pour ça. Alors, j'en ai écrit. Puis ça a principalement servi à orienter les comédiens parce qu'au montage, on a tout enlevé. On a enlevé tout sauf ce qui était absolument nécessaire pour la compréhension du film. Mais une fois qu'on a fait ça, on n'était pas sorti de nos peines parce qu'on a demandé à plusieurs comédiens et comédiennes d'enregistrer la narration. On n'arrivait pas à trouver le ton parfait. Et c'est avec la magnifique voix d'Angèle Coutu. C'était formidable. J'aime ça parce que bon, c'est la narratrice omnisciente, mais en même temps, elle n'est pas sur un nuage. Ça pourrait être quelqu'un qui connaît le personnage de Monique. Oui, c'est un personnage en soi. Oui, alors voilà, finalement, c'est le cinéma qui a gagné. C'est les paysages chez les comédiens qui m'ont fait enlever narration après narration. Plus on en enlevait, meilleur c'était. Oui.
Et on arrive à ça. Ensuite, oui. Dans beaucoup de vos films, vous abordez souvent le thème du legs, de l'héritage, de la transmission. C'est comme un sujet inépuisable chez vous. Et c'est la difficulté de la transmission, même l'impossibilité quasiment de la transmission chez vous. Et, dans votre réflexion, l'arrière-plan de ça, c'est des constellations psychologiques, politiques. C'est politique. C'est politique. C'est politique. On vit une époque où la transmission est vraiment décidément rendue extrêmement difficile. J'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de vivre un moment charnière dans l'histoire de la modernité. Ça ne peut plus tenir. J'ai vraiment le sentiment. Et bon, je fais partie de la génération des baby boomers, ceux qui ont tout reçu et peu donné. C'est pas vrai. non, c'est on ça, l'a moi. pas donné. Je pense que collectivement, on a très peu donné, on a tout pris. On n'a pas conservé un lien avec l'héritage qu'on a reçu. On n'a pas été foutus d'apprendre à nos enfants de connaître l'histoire du Québec, d'avoir un lien avec la littérature avec les classiques de la littérature. On s'est embarqué dans toutes sortes. Et bon, avec le résultat que nos enfants, nos petits-enfants ne savent pas écrire, n'ont pas de lien avec la culture du passé. Je ne parle pas de ceux qui ont le privilège d'aller dans des collèges classiques ou ça n'existe plus, mais dans des écoles privées. Mais dans les écoles en général, on n'enseigne plus ce lien privilégié avec l'histoire, avec les classiques. Alors moi, ça me préoccupe, je parle toujours de ça. D'ailleurs, tout mon cinéma tourne autour du thème de la perte. Je pourrais faire mon auto-psychanalyse, mais ce serait bien plate. Je comprends à peu près d'où ça vient, mais en même temps, c'est pas intéressant que ce soit personnel. C'est vraiment un regard sur l'histoire contemporaine, sur l'histoire politique aussi. Et bon, je ne fais pas de film politique, mais il y a certainement un point de vue politique. Comme des grosses métaphores de... Est-ce qu'on va accepter d'être un jour ou on va toujours se refuser, qu'on va... Puis d'aller on ne pas ce qu'on était, puis ce qu'on va accepter de devenir. Et c'est pour ça que je suis allé dans le Nord-Est ontarien. C'est ça. Il y a quelques années, ils ont fait une rétrospective de mes films à l'Université Laurentienne. Ils m'ont invité, j'ai dit oui, j'y vais, mais je veux rencontrer du monde. Moi, c'est ça que j'aime dans la vie. Puis, je suis tombé en amour avec les Franco-Ontariens, puis avec leur tragédie. Parce que les gens de mon âge parlent encore un très bon français. Leurs enfants moins, leurs petits-enfants presque. Tu sais, 40% d'assimilation à chaque génération. Et c'est ça qui nous attend ici. Je vous signale que nous sommes maintenant minoritaires à parler français à la maison sur l'île de Montréal. C'est ça qui nous attend ici. Et moi, ça me renverse, ça me bouleverse, ça m'attriste. Puis en même temps, l'histoire des Franco-Ontariens, je la trouve belle. Puis alors, et pour continuer dans des considérations, disons, qui ne sont pas dans le film, mais qui sont dans le background, moi, je me considère comme un Canadien français. C'est une chose assez drôle à dire pour un indépendantiste, mais la culture, le patrimoine canadien-français, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur. Est-ce que ce qu'on partage avec les Franco-Ontariens, les Franco-Manitobains? Les Acadiens, moins, c'est des différences culturelles plus importantes. Mais bon, les Franco-Manitobains, les Franco-Ontariens, ça vient tout, c'est notre monde. Et il m'arrive de rêver à ce qui aurait pu se passer si 1 million de Canadiens français n'avaient pas quitté le Québec entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Pour s'éparpiller partout dans l'Amérique et que les Tremblay deviennent des Trimble au New Hampshire. Alors, on était peut-être 2 millions, 3, même pas 3 millions. La population du Québec serait du double. On aurait quelque chose comme 10, 12 millions de parlants français sur ce terrain. Ah bon, c'est ce genre. Puis moi, j'aimais l'idée qu'au tournant du siècle, quand il y a eu le règlement 17 en Ontario, un règlement qui interdisait l'enseignement en français dans les écoles publiques, il y a eu des quêtes dans les églises québécoises
pour financer des écoles séparées dans le nord de l'Ontario. Alors, moi, cette solidarité-là, et bon, avec les années 60, il y a eu une espèce de grande séparation entre les Franco-Ontariens et nous autres. Ils nous en veulent à mort. Les Acadiens aussi. Oui. Ils nous en veulent à mort, et puis bon, il aurait fallu trouver une façon de ne pas perdre ce contact-là. C'est pas complètement perdu. Puis maintenant, de toute façon, qu'on a voté 2 fois pour rester une minorité dans ce beau grand pays qu'est le Canada, c'est vraiment quelque chose qu'on partage avec eux. Et moi, je pense que leur sort sera le nôtre. C'est vraiment ce que je pense. Et je les aime. D'ailleurs, encore, je suis allé montrer le film à Sturgeon Falls la fin de semaine dernière. Et le club Calumet, le club social où on a tourné, qui est si formidable, il est fermé. Et là, ils sont en train de reconstruire une église à l'endroit où il y avait l'ancienne. Mais ça va être une espèce d'horreur avec un revêtement d'aluminium. Mais ça va être catholique? Ah oui. Oh, mais bon, ça va être le 8e de la superficie de la belle grande église qu'il y avait là. Alors voilà pour les Franco-Ontariens que j'aime. Avec un prêtre noir. Pardon? Avec un prêtre noir. Non, Parce que non, nous, non. c'est comme ça. C'est les Africains qui viennent. Ben oui, missionnaires. à Saint-Jovite, c'est ça. Ah bon? Ah oui. Les missionnaires. Oui, c'est vrai, on a... Ils viennent nous convertir. On a inversé, Ils viennent nous convertir. On est des mécréants maintenant, il faut nous convertir. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur? Moi, je vous ai découvert par l'entremise de votre essai, Camarade ferme ton cœur. Oh, oui. Et je dois avouer que ce que j'avais retenu dans votre essai, c'était quand vous dites que on a atteint une liberté incroyable, mais qu'on ne s'est jamais senti aussi impuissant. Ouais. Et en voyant un peu l'opposition entre la mère et les enfants à Montréal, on dirait que ça fait tout un sens en voyant justement les images qu'on pourrait même dire qui venaient interpeller ce que vous aviez écrit. Oui, tout à fait. La séparation entre cette mère et ses enfants, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont vécu avec nos propres enfants. Ils ne sont pas méchants, ces enfants. Ils sont juste happés par leur vie. Tu sais, puis on sent d'ailleurs qu'il y a une réelle affection entre elle et son fils. Mais bon, si tu veux son fils, il fait des piastres et puis des divorces. Et puis il vient le cri. Mais c'est ce sentiment d'être libre-là qui semble être faux. Oui. Ben, écoutez, oui, moi je pense que c'est le sentiment de ne devoir ni rien à personne. Or, on est le produit de quelque chose, on a une dette à l'égard de ceux qui nous ont précédés, à l'égard, on reçoit la nature comme un don. Une dette à l'égard de qui, je ne sais pas. Là, moi, je ne suis pas super croyant. Mais effectivement, il y a une réflexion sur la liberté. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'elle aussi est partie qui a coupé les ponts avec son Ontario natal. Oui. Et bon, ça c'était voulu, bien sûr, parce que moi j'ai l'impression que ma génération a fait ça, on a coupé les ponts. Et puis après ça, on s'étonne qu'on n'a rien à léguer, que l'héritage ne passe pas. Alors oui, moi ça me préoccupe beaucoup, beaucoup. Et la mondialisation aussi. Bien sûr. Parcourir la planète, et puis ben oui, c'est ça. C'est trop loin. Ben oui, donc, c'est si ça. Vous aussi êtes au quatre coins de la planète, vous trouvez que des moins loin, bien sûr. Et alors, c'est ça qui fait de moi un conservateur. Je suis vraiment quelqu'un de conservateur, mais un conservateur socialiste, hein, c'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction. Moi, je pense que les écologistes, par exemple, sont des conservateurs et veulent conserver la beauté du monde. Puis pour conserver la beauté du monde, il faut être radical. Et moi, je pense qu'on est en train de détruire la beauté du monde, la diversité des cultures, la beauté de la nature, la fragilité et la beauté des rapports humains. Je pense qu'on est en train de détruire ça complètement. Notre lien avec la culture du passé. Et je pense qu'il faut être... il faut être radicalement conservateur pour... Et bon, quand je dis conservateur et socialiste, parce que je pense que l'économie contemporaine fait partie. C'est
le grand moteur de ce problème-là, je veux dire, l'histoire du capitalisme, c'est l'histoire de la destruction des liens sociaux. Non, ça part avec les enclosures en Angleterre la dissolution des liens communautaires, ensuite la séparation des travailleurs avec leurs outils. Et là, on continue. Là, on est en train de couper tous les liens. Et maintenant, même les liens biologiques sont remis en question. Là. On va louer des ventres de femmes pour se faire des enfants. La marchandise, il n'y a pas de limite à la marchandisation du monde. Il n'y a pas de limite à la destruction qu'on est en train d'opérer. Alors, j'ai essayé d'être optimiste un peu dans ce cas-là. Je me suis obligé d'être optimiste parce que je sais que tout n'est pas perdu. Votre phrase est bonne quand elle dit tu en prendras soin. Ouais. Elle répond oui, j'en prendrai soin. Ouais. Moi, je dis que tout votre film est dans ces deux phrases-là. Ben, c'est ça. C'est ça. Il faut qu'on réapprenne à prendre soin. Puis à accepter. Je suis tombé sur une phrase de Peggy cette semaine. Il disait le plus grand droit, c'est celui d'avoir des devoirs. C'est beau, Titi. Oui, monsieur. La conjointe anglophone du fils, que ça a une signification particulière ou bon? Non, je voulais juste. Oui, ça a une signification particulière. Je voulais qu'il ait une conjointe qui est allée pêcher par Bécomo, genre, loin. Mais je voulais aussi qu'elle soit plus chaleureuse à l'égard de... Alors, ça signifie que, bon, les liens de sang ne sont pas nécessairement la seule façon. Ah oui, avec Sophie Desmarais. Avec Sophie Desmarais aussi. Alors, c'est un peu le même truc. Les deux personnes qui sont les plus chaleureuses avec Monique, ce ne sont pas des personnes de ça. Mais c'est à la fois un constat qui est triste, mais en même temps, c'est un constat d'espérance. Parce que tout n'est pas perdu. L'humanité peut continuer. D'ailleurs, à ce propos-là, vous avez reconnu peut-être dans le film une scène du film de Yasujiro Ozu, Voyage à Tokyo. C'est rare, celle-là. Ah, c'est rare, celle-là? Oui, Ozu, oui. Il est beau aussi. Oui, ah oui. Alors, c'est d'ailleurs le film qui m'a inspiré. Alors, Voyage à Tokyo, c'est un film japonais qui date du début des années 50. Et c'est l'histoire de deux paysans japonais qui vont voir leurs enfants dans la grande ville. Et les enfants sont bien trop occupés pour prendre soin de leur petit moment. Et la seule qui prend vraiment soin d'eux, c'est la veuve de leur fils mort à la guerre, qui n'est pas de leur sang. Et il y a cette magnifique scène où, à un moment donné, le bonhomme va prendre une brosse avec ses chums de Tokyo, puis la bonne femme reste avec sa belle-fille, son sa belle-fille, et ils dorment ensemble sur des tatamis, côte à côte, dans un tout petit appartement japonais. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, ok. Ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est bon, ouais. Un hommage à Ozu. Alors, si ça vous tente de voir ce film-là, c'est une pure merveille. Presque tous les Ozu sont... Oui. C'est lent, mais c'est bien beau. C'est super beau. Puis c'est... Il y a tout... Lui, son thème, c'est dans tous ses films à partir de la fin des années 40, c'est la transformation des liens familiaux dans le Japon d'après-guerre. Voyage à Tokyo. La disparition de la tradition, ça vous comprenez pourquoi je l'aime. Et il fait un cinéma qui pourrait se rapprocher du petit téléroman. C'est toujours la même histoire. Le père qui veut marier sa fille, qui veut... En tout cas, bref. Je ne sais trop quel miracle, quand on a fini de voir un de ces films, on est en larmes. Et c'est pas parce qu'il nous a manipulés, au contraire, il y a une distance tout le long, mais on sent qu'il a touché quelque chose de profond dans la nature humaine. Et d'ailleurs, lui, il avait son actrice fétiche aussi, c'est une comédienne magnifique qui s'appelle... Elle a tourné dans plusieurs de ses films, et quand il est mort, elle a cessé de tourner, puis elle s'est réfugiée, elle est allée faire le fin de séjour dans un monastère bouddhiste. Elle s'appelle Setsuko Hara. Oui, Tetsuko. Setsuko Hara. Oui. Alors, moi j'ai aidé ce Guilbeault, je suis bien content. Mais quand je vois lever les pattes, je pense pas qu'elle va aller dans un monastère. Les deux enfants dans le film, moi, ils apparaissaient comme deux petites plantes vertes, là, n'ayant pas
aucune place dans cette famille-là. Ben non, ben ils sont l'avenir du point de vue dominant dans notre société. Lui, il a une grosse job, il est ingénieur, il s'en va, il parcourt la planète, il a assez d'argent pour se payer 2 maisons, puis un divorce, puis il est très performant, cet homme. Oui, mais il vit pas. Les deux petits, eux autres. Les deux petits, Les deux petits sont... Ah, les petits-enfants! Les petits. Ah, ben oui. Des plantes vertes. Bien sûr, absolument. Ben, des petits singes savants. Ben oui. Il y en a beaucoup. J'en connais. Il y en a certainement. C'est peut-être une faiblesse du film. Non, c'est une mauvaise. la vie sans trop. Ben oui. Oui, c'est ça, les enfants sont... Contraste, ben oui. 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 Dans le film, vous êtes beaucoup dans les fenêtres. Vous êtes toujours dans la fenêtre. Écoute, Avec rideau, pas de rideau. Ah non, je le sais, c'est des tics de cinéaste, là. Oui, hein. Oui, hein. C'est vraiment ça, puis le monde de dos. Oui. Oui. Ça, écoutez, probablement, j'en parlais à mon psy. Je pense que... Vous voulez être sûr qu'on regarde la bonne chose? Non, c'est parce que le regard, pour moi, c'est important, la présence. Oui. J'aime regarder des gens qui regardent, puis j'aime à la fois être dans leur regard, puis j'aime aussi placer les gens dans un paysage, puis les mettre de dos, ça, j'adore ça. Et pourquoi? Je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse. J'aimerais ça être savant. Puis... Graphiquement, c'est très beau. Graphiquement, c'est très beau. Exactement. Oui. Toujours regarder les tableaux de Lemieux, probablement. Ben oui, c'est vrai. Il y a du Lemieux, c'est vrai, il y a du Lemieux. Il y a du Lemieux. Oui, blanc. Le magnifique peintre allemand aussi, là, qui mettait toujours ses personnages de dos sur des pics dans les Alpes. Comment il s'appelait? Ah, je suis vieux. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon. On parle de fenêtres, on parle de chance, on parle d'effets spéciaux. La scène, l'image, quand on voit à travers la vitre de la voiture, puis on voit des oiseaux qui volent. Oui, c'est un effet spécial. C'est un coup de chance? Ou non, ça c'est un effet spécial. C'est un effet spécial. C'est un scénario. Okay. Puis le pigeon qui est à l'hôpital à la fin. Oui, aussi. Ben, de toute façon, trouver une volée d'oiseaux comme ça, c'est quasiment impossible. On a perdu 90% des hirondelles. Il en reste. Oui, mais ils ne sont pas si fréquentes que ça. Non, c'est vrai. Mais c'est pas des hirondelles, c'est des étourneaux. Bien banaux. Non, ils sont même pas banaux. Sûrement banal. Sûrement banal. Et ça, là encore, j'aimerais ça pouvoir vous dire, c'est le symbole de ceci ou de cela. Moi, je trouve que j'avais simplement envie de marquer la présence du monde, de quelque chose qui nous est extérieur et plus grand que nous. Les oiseaux qui volent. D'ailleurs, avant, quand elle va au silo, le vol d'oiseaux encore, c'est comme si on perd tant de choses, mais ça continue. Il y a des oiseaux, la nature existe. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est plutôt pareil. Le chat aussi, hein, le chat. Ah, le chat, oui, le chat, bien sûr. Ben, on arrête ça là. Ben oui. Ou s'il y a encore d'autres mondes qui ont des questions à poser. Comment il s'appelait, le chat? Comme ça. Ah oui, il s'appelait comme ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, le personnage, la fille dit ça. Oui, le chat s'appelle comme ça, mais le vrai chat, il y a un autre nom. Puis bon, effet spécial là aussi. Dans le chat, il est vrai. Mais vous avez remarqué qu'il est assis sur un espèce de petit coussin bleu. Oui. Ça, c'est un truc d'entraîneur de chat de ce que je fais dire. C'était le coussin du chat. D'accord. Alors, c'est comme ça qu'il acceptait d'être filmé. D'être filmé. Puis bon, écoutez, moi qui ai eu des chats, je le sais, écoute, tu mets un chat dans une pièce avec 40 personnes, il va mourir. Oui. Et là, il était calme. C'était un chat zen. Mais lui aussi, il a le regard. Oui. Regardez qui regarde. Oui. Il fait quasiment des clins d'œil à la Ben oui. Mais c'est cette idée-là de présence au monde, puis de choses qui nous sont extérieures. On vit beaucoup dans un monde où on ramène tout à nous-mêmes. Le monde extérieur existe. Il y a la beauté du monde, les oiseaux, les chats. Il y a une scène aussi où Élise Guilbeault est dans le camion,
puis il y a les ombrages. Ouais, c'est beau ça. Ah, moi, je trouvais que c'était comme si son mari l'accompagnait. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Ah ben écoutez, on mais- voulait ça. Je ne sais pas si vous savez, mais trouver un Ford F-150 de location avec un toit ouvrant de verre, il y en avait un au Québec. On a vraiment cherché pour ça. C'est l'histoire d'une femme séparée de son mari depuis 11 ans, qui le voit tout à coup revenir. Elle ne sait pas pourquoi, il veut se faire pardonner, tout ça. Puis, plus tard, on apprend que la concubine de son mari est malade, et lui se cherche une place pour aller vivre avec ses 3 filles. Alors elle recueille son mari 11 ans après avec les 3 filles, puis lui évidemment il fout le camp puis il lui laisse les 3 enfants. Oh! C'est un vrai gars, là? Un vrai gars. Est-ce que ça va être encore avec Élise? Non, je vais lui donner un petit break. Mais j'avais envie de faire un film sur le devoir. Parce que la femme accepte de devenir la mère de ses enfants. Alors c'est un film, je ne sais pas si on va réussir à le financer, c'est tellement pas en mode. Hein, il y a un curé sympathique, des scènes dans le confessionnal, un notaire qui n'est pas un crosseur. Et bon, on montre un Québec des années 30 qui n'est pas rétrograde. Et, j'ai envie de faire ça. Puis bon, évidemment, parler de devoir maintenant, c'est pas très haut. Non, mais tu devrais, voyons donc. La classe de l'Usto, là. Faut voir. Alors, je sais pas, le scénario est prêt. On espère réussir à le financer pour tourner à l'automne 19. Alors, on serait ici à l'automne 20. On sera là. On dit petit Jésus, aidez-nous. Oui. Oui, pendant qu'on tournera les scènes de confessionnal, je vais profiter pour faire un tour de petite prière. Oui. Je peux jouer le rôle du curé. Je sais, non, mais je veux un vieux curé qui, écoute, imagine si je joue le rôle du curé. Alors, je suis pas bon. Tu pourrais. Non. Devant la caméra, je gêne. C'est pas de pas. Ben oui. Ouais, mais ça devient difficile de faire ces films-là. C'est plus difficile. Tes films ont toujours été plus difficiles aussi. Dès la neuvaine, voyons donc, c'était... En tout cas. Non, mais il y a eu un moment après la neuvaine où il m'aurait financé n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Mais depuis, ça a changé. Mais c'est ça, quand même, c'est un privilège de pouvoir tourner, je le sais. C'est pas moi qui va me plaindre. C'est un vrai privilège de pouvoir tourner avec des équipes comme ça, des comédiens comme ça. Quel bonheur et quelle chance. Oui. Ça va, les amis? Oui. Qu'est-ce que vous pensez des cinéastes québécois qui tournent en anglais? Écoutez, je vois aucun film récent. Je lis très peu les journaux. Et je suis vraiment beaucoup... Suivez-moi, regarde. Probablement que la meilleure chose que je peux dire d'eux, c'est qu'ils laissent du budget pour ceux qui tournent en français ici. Oui, ils viennent travailler ici. Vallée et Villeneuve viennent tous finir leur film ici. C'est formidable. Ils les obligent même à tourner ici. On le fait ici. Mais c'est sûr que c'est pas Film Québec, au sens. Non, ça participe du mouvement général. La mine d'or. Pardon? Ils rêvent à une mine d'or. Ah. Ils vendent leur Mais talent. ceci dit, il y a quand même beaucoup de jeunes cinéastes qui tournent. Il y a un cinéma qui est vivant, on me le dit. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, écoute, Sophie Dupuis, Chien de garde, puis tout, c'est le premier long métrage d'une fille, c'est bien fort. Tu sais, non, ça continue. Puis Anne Lemont, qui n'est pas votre fille, qui n'est pas parentée. Ah non, aucun lien de parenté avec Anne, non. Et je veux dire, il me semble que c'est une excellente cinéaste. Ouais. Écoutez, moi, ça fait 5 ans que je ne vois plus de films récents. Je regarde au zoo. Ben non, mais j'aime au zoo. Je vois juste les classiques. Ben, tu as raison. Oui. C'est parce que j'ai comme une espèce de détestation profonde de mon époque et de toutes ces représentations.
C'est aussi simple que ça. Je veux dire, à l'époque contemporaine me donne des boutons, je regarde le téléjournal, je suis incapable de t'offrir plus que 10 secondes. Ça, je suis d'accord, par exemple. Pardon? Alors, c'est pour ça que qu'il y a des films, c'est toujours la solitude, finalement. Ben, non, quand même. Bon. Ben, vous êtes très solitaire, en quelque part. Ben, c'est pas parce qu'on n'écoute pas la télévision qu'on est solitaire. J'ai plein de potes. Oui, en fait, c'est parce qu'on n'écoute pas la télévision qu'on n'est pas solitaire. Bien. Bon. Ça va, les amis? OK, merci beaucoup. Voilà. Oui, c'est souvent. C'est ça. Tu restes au terrain? Non, je suis journaliste. C'est ça, pauvre. Non, mais c'est vrai, les yeux, c'est tellement.